Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir à tous, c'est excellent, le rendez-vous de l'excellence française dans toute sa diversité sur Sud Radio, les dimanches soirs à 19h. Ancien député, maire d'Évry, Premier ministre, il a consacré sa carrière à la défense des valeurs républicaines et c'est un acteur engagé de la scène politique européenne. Il est certain que Manuel Valls, comme vous l'avez tous reconnu, n'est plus à vous présenter. Alors ce soir, c'est obligatoire, on va évoquer avec lui un peu d'actu, car elle est riche en ce moment, de la politique nationale aux enjeux internationaux, mais pas que. Il s'agit évidemment de nous livrer aussi un peu de vous. Et c'est le jeu de cet excellent. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Bienvenue. Sa passion et son engagement pour l'amélioration constante du foot national se reflètent à travers les nombreuses initiatives qu'il a impulsées. C'est bien Philippe Diallo, le tout nouveau président de la Fédération française de football, qui est en plateau ce soir. Alors Philippe Diallo, il y a une belle actu pour vous aussi, notamment l'Euro 2024 qui arrive, sans oublier les JO, mais il va falloir vous aussi vous prêter à l'exercice de parler un peu de vous, si vous le voulez bien. Bienvenue sur Sud Radio. Et puis vous, chers auditeurs, c'est excellent, bienvenue chez vous. Alors Manuel Valls, avant de parler de vous, je l'ai dit, un peu d'actu quand même, à commencer par la fraîche nomination de Rachida Dati comme ministre de la Culture. Nomination dont vous avez dit qu'elle est une provocation vis-à-vis de l'opposition LR, du monde de la justice et de la culture. Alors que la même Rachida Dati a dit, je vais citer ici, je montre à une partie de la France que tout est possible. C'est quand même un beau message qu'on envoie aux Français finalement, que l'ascenseur social républicain fonctionne. Vous y allez fort comme ça, un dimanche après-midi, un dimanche soir, de plein pied dans l'actualité. Non, mais moi, on vous demande toujours de commenter la composition d'un nouveau gouvernement. C'est moins Rachida Dati que j'ai mis en cause que le choix que le président de la République a fait. Je pense que c'est un coup politique pour déstabiliser les Républicains et peut-être pour préparer les élections municipales à Paris. Mais je crois, en effet, ce qui n'enlève rien au parcours de Rachida Dati, que c'est une triple provocation, oui, à l'égard des Républicains, parce que je pense qu'il faut plutôt construire des alliances plutôt que de chercher à détruire ses adversaires, vis-à-vis de la justice, parce qu'elle est mise en examen pour des faits graves. La présomption d'innocence existe, mais c'est très rare, c'est la deuxième fois, de nommer un ministre qui est mis en cause par la justice. On a besoin de sérénité. Et puis, provocation, on verra, à elle de convaincre vis-à-vis du monde de la culture. Après, les parcours républicains, la diversité, comme on dit, c'est formidable pour la France. Nicolas Sarkozy l'a nommé ministre de la Justice. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un comme Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation, qui était d'ailleurs la première femme ministre de l'Éducation. Ça montre au fond que la normalité, ce qu'on ne parle plus des origines, c'est que ça soit la normalité, que les parcours républicains puissent s'accomplir et trouver leur place au plus haut niveau du gouvernement de la France. Donc ce que vous dites, c'est que c'est plus un problème de compétences, en fait, potentiellement. Je ne parle pas des compétences, je parle c'est une question d'image que nous projetons. Non, je ne mets pas en cause les compétences. Elle a été ministre, députée européenne, maire du 7e, je ne me permettrai pas cela. Mais le ministère de la Culture est un ministère particulier dans notre pays. Il faut faire attention, évidemment, il y a Malraux, Jack Lang, mais la culture a une place très particulière dans notre société. Il ne faut pas jouer avec. À elle de convaincre qu'elle répondra à l'attente de ce monde très, très divers, complexe, mais qui fait ce que nous sommes, nous, Français, pas uniquement à travers l'exception culturelle, mais à travers notre cinéma, notre littérature, la danse, l'opéra, la culture populaire sous toutes ses formes. Mais la culture, c'est quelque chose qui nous définit, nous, Français, qui nous donne une forme de prétention parfois dans le monde, mais sans la culture, sans notre langue, nous ne serions pas ce que nous sommes. Donc il faut être à la hauteur de la tâche. Oui, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de sujets pour les Français en ce moment. Il y a, on le sait, la crise agricole, il y a l'éducation, l'accès aux soins, la sécurité, le pouvoir d'achat, la transition écologique et j'en passe. Le cap du gouvernement Macron avant la nomination de Gabriel Attal, il était inexistant pour vous. Et mardi, là, dernier, notre Premier ministre a notamment dit qu'il faut désmicardiser la France. Alors moi, la question que je me pose, et peut-être que je vais vous la poser du coup, est-ce que vous pensez qu'il va réussir à gouverner sans 49.3 ? Non, ça va être difficile. Il y a une difficulté, moi j'essaie de le faire presque comme commentateur, ce qui est pourtant pas mon rôle, c'est que c'est vrai que le président de la République, Emmanuel Macron, pour qui j'ai voté en 2017 comme en 2022, mais au fond, peine à définir un cap pour ce deuxième quinquennat, à dire aux Français
Voilà où on va. Voilà où on va, dans un monde, c'est vrai, extrêmement périlleux, et dans une société fracturée, mais qui a aussi ses atouts. Et donc, on a le sentiment que le quinquennat pourrait redémarrer. Ça a été le sens de l'intervention mardi dernier du Premier ministre. Mais le cap, c'est le chef de l'État qui le définit. Le Premier ministre et le gouvernement mettent en œuvre ces grandes priorités. Gabriel Attal a du talent, pas seulement celui de sa jeunesse. C'est un politique, il communique, parce que c'était très important pour Emmanuel Macron. Il faut laisser de l'espace au chef du gouvernement, il faut respecter les institutions. Mais c'est vrai que, bon, il est Premier ministre 7 ans après la première élection d'Emmanuel Macron. Donc, et puis la réalité, elle est là. La réalité, la crise économique et sociale. Quoi. Et puis le 49.3, il va s'imposer à l'automne prochain au moment des textes budgétaires. Il le sait, il a une majorité relative. Moi, je souhaiterais, pour lui et pour mon pays, qu'il arrive à trouver des accords, notamment avec les Républicains ou avec une partie de la gauche qui se comporterait de manière responsable. Mais en vous disant cela, je veux être franc, parlons vrai, non? C'est le. Oui, c'est ça. Vous l'avez dit à ma place. Voilà. Bon, donc ça sera difficile. Mais laissons-lui une chance. Bien sûr. C'est un exercice difficile. J'étais Premier ministre. Oui. Vous pouvez en parler effectivement. J'avais pas loin d'être dans une majorité relative avec les frondeurs. Alors, si vous aviez un conseil à lui donner. Les Français attendent toujours d'une personnalité nouvelle qui arrive dans une nouvelle fonction, que ça marche. Ouais. J'espère que tout le monde travaillera pour que ça marche. Si vous avez un conseil à lui donner du coup à Gabriel Attal? Qu'il soit lui-même. Ouais, c'est ça. Qu'il fasse du Attal et qu'il occupe tout l'espace que lui donne la Constitution pour être chef du gouvernement, pour être Premier ministre, et qu'il en profite parce que c'est une belle mission. Moi, j'ai jamais cru à cette phrase de Michel Rocard, pour qui pourtant énormément de respect et d'affection, où il parlait de l'enfer de Matignon. Non, c'est non, comme vous avez quand pas on est vécu coach de l'enfer, l'équipe vous de France. Ouais. Donc ce sont des. Ou président de la FFF. Faut pas se plaindre. Ouais. C'est des tâches qui sont très, très vraiment. Lui, très jeune, moi, fils d'Espagnol, naturalisé à 20 ans. Je pensais pas être Premier ministre. Donc, quand vous occupez ces fonctions, il faut en profiter, d'autant plus que ça passe très vite. Oui, bien sûr. Passe très vite. Alors, un autre sujet important, Manuel Valls, vous qui avez toujours été un fervent combattant de toute forme d'extrémisme. On voit bon nombre de députés de la France Insoumise prendre fait et cause pour les terroristes du Hamas en ce moment. Évidemment, tous menés par Jean-Luc Mélenchon, qui les targue d'organisation de résistance, ces terroristes. Vous dites, Manuel Valls, que c'est du calcul politique, et vous l'avez clairement qualifié d'antisémite, aussi en disant que ce discours est gravissime en fait pour les fondements républicains. Oui, mais je pense que c'est important de le ne redire. prend pas conscience encore de ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël et de ses conséquences, d'abord pour Israël et pour le Proche-Orient, mais aussi pour nos sociétés, avec cette explosion de l'antisémitisme, sur le fait que nous avons un adversaire commun avec les Israéliens, c'est l'islamisme, un peu partout dans nos sociétés européennes, et c'est d'ailleurs un sujet pour notre société, dans la culture, dans les quartiers, dans le sport. Le président Diallo le sait bien. Donc c'est un de ces moments de bascule dont il faut être extrêmement fort face à un phénomène qui ne nous rappelle pas seulement les heures sombres de l'histoire, mais qui nous concerne très directement, puisque l'islamisme s'attaque aux valeurs de l'Occident, à l'égalité femmes-hommes, à la place des homosexuels dans notre société, à la démocratie libérale tout simplement. Donc c'est pas une attaque contre Israël seulement, c'est une attaque contre nous. Et il veut utiliser les populations issues de l'immigration, de culture arabo-musulmane, dans nos sociétés européennes pour créer les conditions d'une sécession et de fractures supplémentaires. Donc il faut être très ferme. Donc, tous les idiots utiles ou tous les complices politiques, une partie de la gauche, ou à travers ce qu'on appelle le wokisme, enfin qui considèrent que les Palestiniens sont forcément les victimes et les Israéliens forcément les bourreaux à qui on accole des mots terribles d'apartheid, de génocide, de colonisation. Ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas des solutions politiques au Proche-Orient. Mais tout cela montre qu'il y a quelque chose de très fort, et jamais la haine des Juifs n'a été aussi forte et aussi développée, aussi portée, notamment dans les réseaux sociaux, dans nos sociétés. Donc c'est un combat. Aussi débridé, quoi, parce qu'en fait... Oui, mais c'est plus que cela. C'est une lecture, c'est un
récit qu'on cherche à imposer, je le vois notamment sur les réseaux sociaux, je pense à TikTok, dans la jeunesse, qui m'inquiète beaucoup. Donc faut être très fort, il faut rien lâcher. Et pour moi, c'est un combat important. Je dirais, c'est le combat de ma vie. C'est pas seulement le combat contre l'antisémitisme ou la haine des Juifs ou la haine d'Israël. C'est un combat qui nous concerne très directement dans nos sociétés occidentales et démocratiques. Et d'ailleurs, Philippe Diallo, c'est un combat que vous menez aussi à la Fédération française de foot. Je rappelle aux auditeurs que vous en êtes le président. On le sait, le foot, qu'il soit pro ou amateur, est confronté lui aussi à ces problèmes de violence, de discrimination, d'islamisme, en particulier au sein des petits clubs d'ailleurs. D'ailleurs, chose à laquelle vous répondez en numéro 1 par l'importance de la mission éducative. Vous pensez que ça passe par là ? Vous savez que ce que vient d'exprimer le Premier ministre, ce sont des choses auxquelles on est confronté au quotidien dans une communauté sportive qui réunit plus de 2 millions de Français, donc avec leurs familles. Ça veut dire que tous les week-ends, vous avez 10 à 15 millions de Français qui sont impliqués par le jeu du football. Et donc, bien évidemment, nous retrouvons beaucoup de phénomènes de la société. Nous les retrouvons toutes les semaines, tous les week-ends, dans nos clubs et sur l'ensemble des territoires, puisque moi, j'ai la chance de diriger une fédération qui est implantée partout, dans les villes, dans les territoires ruraux, et qui mélange tous les Français. Et donc, ces questions-là, on a à les traiter. Moi, j'ai eu à les traiter, et ce sont des combats difficiles, parce que moi, j'ai vocation à rassembler. C'est-à-dire que le sport, c'est fait pour rassembler tous et toutes. C'est fait pour faire en sorte que, quelle que soit son origine, on puisse pratiquer un sport qui nous unisse. Et on voit bien qu'il y a des tentatives d'entrisme dans nos clubs pour en faire des clubs communautaires. Je crois que le Premier ministre a évoqué le mot de sécession. Oui. Et on sent bien qu'il y a ces tentatives. Et de ce point de vue-là, le combat est pas simple sur le territoire national, mais aussi au plan international. Bien sûr. Parce que je pense que l'histoire de la laïcité à la française n'est pas partagée dans les mêmes perspectives par non seulement nos voisins européens, mais au plan international. Et donc on a une double difficulté, c'est d'expliquer que notre pratique de la laïcité dans le sport vise à rassembler, à unir, justement, à donner un espace de liberté à chacun pour se retrouver. Or, beaucoup de mes collègues internationaux, européens, ont une vision déformée de cette pratique-là et considèrent qu'elle peut être, au contraire, un élément d'exclusion. Et donc, on doit à la fois essayer de faire respecter nos principes, tout en faisant en sorte que il n'y ait aucun sentiment d'exclusion vis-à-vis de qui que ce soit. Donc c'est pas si simple que ça. C'est un combat, mais bon, je pense parce que nous on a été confrontés, y compris sur le terrain judiciaire, à cette question, et notamment la question du voile. Oui. Bon, la pratique du voile. Les organisations internationales du sport, le Comité international olympique, la FIFA pour le football, autorisent. Bien sûr. En France, un certain nombre de fédérations l'autorisent. Donc le football a été d'une certaine manière la fédération qui a tenu bon. Le plus fermement, oui. Et on a été confronté à des attaques judiciaires et fort heureusement le Conseil d'État nous a donné raison. Et c'est une décision très importante. Et je m'aperçois que là où nous étions finalement un peu isolés, j'ai pas entendu beaucoup de voix venir à notre support, cette décision a fait que quelque part quelque chose s'est enclenché. Aujourd'hui, beaucoup de mes collègues dans d'autres fédérations reprennent nos textes. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup clarifiées. Et en fait, je m'aperçois que beaucoup de gens sur nos territoires, dans nos clubs, en fait, avaient besoin d'une feuille de route, c'est-à-dire d'une situation claire. Parce que quand vous êtes dans un club, il y a plein de questions très pratiques qui se posent. Sur les vestiaires, sur les douches, sur les sandwichs qu'on donne aux enfants, sur tout un tas de choses très pratiques, et vous êtes bénévole, et vous dites comment je fais. Et en fait, les gens et nos licenciés avaient besoin d'une feuille de route. Et cette décision du Conseil d'État, on a pu leur donner. Bravo. Eh bien, on parle bien de l'actualité nationale avec l'ancien Premier ministre, Manuel Valls. On va parler aussi d'actualité du foot. On a déjà commencé avec Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, dans cet excellent sur Sud Radio. Vous restez avec nous, à tout de suite.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent avec vous ce soir sur Sud Radio. Manuel Valls, notre ancien Premier ministre, et Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot. Alors Philippe Diallo, tout d'abord pour nos auditeurs et pour se faire plaisir aussi avec cette Euro 2024 qui arrive, on a envie, en fait, c'est même pas on a envie, on se connaît vos perspectives. Vous visez les demi-finales avec l'équipe de France. Au moins. Au moins. Non, mais en fait, vous savez, en foot, on vit une forme d'âge d'or. Ouais. C'est-à-dire que quand vous prenez la longue durée, la France a joué 4 finales de Coupe du Monde sur les 7 dernières éditions. C'est extraordinaire. C'est pas mal, ouais. Et j'ai un âge qui fait qu'il fut une époque où ma question n'était pas de savoir si on allait gagner une épreuve, mais c'était de savoir si on allait se qualifier pour le tour final. Et ce qui a été accompli depuis maintenant quelques années montre que la France, par sa formation, a réussi à avoir des équipes de très très haut niveau, ce qui nous permet effectivement derrière de dire que pour une grande épreuve comme l'Euro, la France doit être au moins en demi-finale. Parce que sans forfanterie, on a les joueurs, on a le coach pour pouvoir aller jusqu'au bout. Après, c'est le sport, on a un ballon qui tourne, parfois pas tout à fait comme on souhaiterait, mais on a, je crois, naturellement des ambitions. Alors vous avez dit, Philippe Diallo, je pense que l'Euro est une compétition qui, dans ses premiers tours, est plus dure que la Coupe du Monde. Alors pour une non-initiée comme moi, concrètement, pourquoi c'est plus dur ? Parce que l'Europe est un continent où le niveau du football est très élevé, qu'il y a une grosse concentration de très très bonnes équipes qui, pour beaucoup, ont des grandes ambitions. Et donc, là où la Coupe du Monde est plus diverse, où un premier tour, on peut tomber contre une équipe un peu plus modeste, à l'Euro, c'est pas du tout le cas. Nous, on va jouer premier match contre l'Autriche, qui nous a posé quelques difficultés, puis les Pays-Bas, puis c'est un barragiste qui pourrait être la Pologne ou le Pays de Galles. Donc, 3 équipes où on sait d'ores et déjà que ça sera 3 matchs difficiles à jouer. Donc, il n'y a pas de tour de chauffe, entre guillemets, à l'Euro. Il faut tout de suite être prêt pour rentrer dans le tournoi. Et c'est ça le vrai défi, finalement, c'est d'être prêt dès que ça commence et de rester dans la même énergie jusqu'à la fin pour l'équipe dans son intégralité. Quoi. Alors moi, j'ai la chance, j'ai un coach qui a beaucoup d'expérience, Didier Deschamps, qui sait ce que c'est une grande épreuve. Et puis aussi, on a des joueurs qui, malgré un âge très jeune, c'est en dessous de 24 ans, c'est ça ? Voilà, ils ont 24 ans, des gens, donc 24, 25 ans. Et donc, ça veut dire que ces joueurs-là, malgré leur âge, ils ont déjà acquis une grande expérience du haut niveau. Donc, de ce point de vue-là, je sais qu'ils seront prêts. Vous êtes bordés, quoi. Voilà, je sais qu'ils seront prêts. Alors, Manuel Valls, on vous sait aficionado de foot. Alors, en 2018, vous aviez répondu à un journaliste espagnol que vous souteniez la Roja et non les Bleus. Alors, on a envie de savoir, qui c'est que vous allez soutenir cette fois-ci ? Non, c'est une provocation. C'est un journaliste indépendantiste. Vous avez répondu ça, donc je connaissais le piège. J'ai toujours soutenu la France, parce que je suis français, je suis un patriote. Il a fallu attendre, moi aussi j'ai quelques années, ça a été dur pendant, au fond essentiellement jusqu'en 98, ça avait un peu commencé avant avec l'Euro précédent, avec Aimé Jacquet, mais 98 ça a été un basculement, et je pense à tous les jeunes qui sont nés à ce moment-là, ou un peu avant, ils n'attendent que des victoires. Bon, donc, non, l'équipe de France est pour moi l'équipe que j'aime. Après, j'aime tellement le football, que voilà, j'aime voir. Vous y jouez ? Je jouais quand j'étais gamin. C'est pas ce que j'ai fait de meilleur dans ma vie, mais je pensais à ce moment-là que j'avais un destin. Excellent. Oui, voilà. Mais je pense que la réalité là dans le sport s'impose très rapidement. Mais j'aime le football. Je regarde le foot féminin, la CAN actuellement, la Coupe d'Afrique des Nations, les clubs. Je suis évidemment très fâché, très embêté, furieux vis-à-vis du FC Barcelone, qui est l'équipe de mon cœur, de mes amours. Je suis né à Barcelone, un cousin de mon père a écrit l'hymne du FC Barcelone. Et là, c'est terrible. C'est assez intéressant, on en parlait tout à l'heure, parce que le football, à tort ou à raison, mais c'est ainsi, reflète parfois de manière caricaturale, les grandes problématiques de la société totalement, dans laquelle nous vivons, la société moderne, évidemment, la société française. Et le FC Barcelone est dans une crise à la fois financière, politique, sportive, surtout, de gouvernance, comme l'est d'ailleurs un peu la Catalogne depuis quelques années à cause de l'indépendantisme. Donc c'est et là ce club, même aujourd'hui, et même en
et même en péril, hein, dans un moment extrêmement critique. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire pour là-bas. Hein. Mais alors, on imagine déjà l'effet que ça vous fait. Mais quand j'étais gamin, j'allais beaucoup au PG. C'était 6 francs, aller à Auteuil ou à... C'était 6 francs ça a changé. Hein. Bon, et puis le 3e club, c'est la Sèvres. Oui. Ouais, ils sont allés maximum en national, mais voilà, ça coûte très cher en plus aux villes en général. Mais j'aime le football sous toutes ses formes. Et d'ailleurs, j'aime le sport. Et moi, je le trouve extraordinaire dans ce pays. On ne se souligne pas suffisamment. On a les JO dans quelques mois. Oui, on va en parler, mais on a des équipes collectives incroyables. Regardez le hand il y a une semaine. On a le rugby, on a le basket, on a le volley, le foot, bien avant. Bon, donc ça montre aussi quelque chose de notre... on se plaint toujours, mais on a quand même... des grandes équipes et des grands sportifs. On a des équipes, des grands sportifs. Mbappé, sans doute aujourd'hui le meilleur joueur du monde. Bon, voilà, donc c'est ça qui nous plaît. Et puis ce sont des exemples. Enfin, en tout cas, ça montre que la réussite, elle est possible. Alors justement, sur cette culture de la réussite, Philippe Diallo, concernant les JO de Paris 2024, alors je relève une chose tout d'abord. Vous mettez au même niveau l'importance de la marche du podium pour les 2 équipes de France, masculine et féminine. Je vous cite, j'ai dit à Hervé Renard, le sélectionneur des féminines, et Thierry Henry, celui des garçons, qu'il fallait être au moins sur le podium. Mais bon, à la première marche, hein, plutôt que la 2e ou la 3e. Une médaille. C'est quoi, c'est la médaille d'or, quoi? On va essayer, effectivement, de l'avoir. Mais c'est normal qu'on ait cette ambition parce que, encore une fois, on a une équipe féminine et une équipe de garçons de très haut niveau. On a Thierry Henry pour coacher les garçons, Hervé Renard pour les filles. Donc 2 coachs de très haut niveau. Et on reçoit les Jeux Olympiques pour la première fois depuis un siècle. Ça serait quand même dommage qu'on n'ait pas une certaine ambition pour amener nos équipes sur le podium et puis, si possible, sur la première marche du podium. Donc voilà, on a la même ambition que pour l'Euro. Alors Hervé Renard, que vous avez retenu, hein, parce qu'il a failli vous quitter pour la Côte d'Ivoire, on m'a dit ça en antenne, donc je me permets de le redire à l'antenne. Comment vous avez fait pour le retenir, en fait? C'est l'engouement quand même aussi qui joue. Bon, il faut savoir qu'Hervé Renard a une histoire personnelle avec l'Afrique très étroite. Il a fait une grande partie de sa carrière avec des sélections africaines, avec celle de la Côte d'Ivoire avec laquelle il a gagné la CAN. Et donc, il a une aura sur place très importante. Et au moment où la Côte d'Ivoire vivait une forme de drame national à travers ses résultats négatifs du premier tour, le président de la Fédération de Côte d'Ivoire m'a contacté pour voir s'il ne pouvait pas y avoir un sauveur qui s'appelait Hervé Renard pour pouvoir faire une forme de pige quelques jours pour essayer de sauver non seulement la sélection, mais peut-être le pays. Bon. Et puis vous avez refusé, quoi. Et effectivement, ça ne s'est pas fait parce que je vous dis, j'essaye de traiter l'équipe féminine comme l'équipe des garçons. Et à la fin, vous vous interrogez pour savoir est-ce que si Didier Deschamps m'avait demandé de partir dans une autre sélection, est-ce que nous l'aurions fait? Je ne le crois pas. A priori, non. Et donc, voilà, les choses se sont arrêtées là. Alors justement, sur la sélection des joueurs, on se souvient des Jeux Olympiques de Tokyo, lors desquels les clubs de Ligue 1 n'avaient pas souhaité libérer la quasi-totalité des joueurs, mais cette fois, vous êtes assuré du contraire, hein, Philippe Diallo. Ils vont les lâcher, quoi. C'est excessif de dire ça. D'accord. Non, c'est excessif parce que c'est un peu technique parce que la FIFA, qui est une fédération, n'a pas inscrit dans son propre calendrier le fait que le tournoi olympique des garçons soit une date officielle. Concrètement, ça veut dire qu'aucun club dans le monde n'a d'obligation de libérer ses joueurs pour que notre équipe soit constituée. Pour la raison que je viens de vous indiquer, c'est qu'entre le CIO et la FIFA, d'un côté vous avez la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, donc il y a peut-être quelques rivalités entre les deux, et donc on n'a pas l'assurance d'avoir. Et donc une partie de mon travail, c'est de faire que d'ici juillet, on puisse constituer la meilleure équipe possible. Une partie de votre travail, c'est d'aller draguer un peu, en fait, Philippe Diallo. Un petit peu. Alors justement, pour parler de cette place des femmes dans le foot français, on sait que justement, il y a des vraies perspectives à la FFF sur l'évolution de leur rôle, tant sportif qu'exécutif. Et je crois d'ailleurs que votre COMEX, très bientôt, sera à 100% paritaire, avec 50% d'hommes, 50% de femmes, alors que vous avez que 10% de licenciés femmes. Comment est-ce que vous faites pour que ça se balance tout ça dans le bon sens? D'abord, on a eu une impulsion du législateur, parce que vous n'avez pas le choix. Il y a une loi de mars 2022 qui conduit toutes les fédérations à partir de 2024 et la suite d'avoir des comités exécutifs paritaires. Donc effectivement, nous aurons des élections en décembre 2024 et donc le futur comité exécutif de la fédération sera entièrement
paritaire. C'est pas forcément simple, parce que moi j'ai 10% de licenciées féminines. Et donc, il faut faire émerger des générations de femmes pour être en capacité de prendre des responsabilités dans une grande fédération. Alors, ce travail a déjà été commencé il y a déjà quelques années. Moi-même, dans mon comité exécutif, j'ai une 32% de femmes déjà. C'est pas mal déjà. Mais on nous demande de franchir un pas supplémentaire. Et puis surtout, on nous demande à l'horizon de 2028 de le faire aussi dans les déconcentrations de notre fédération. Donc ça, ce sont des choses très fortes. Et donc, il faut mettre tout un tas de programmes pour faciliter l'émergence de femmes dans nos exécutifs. Et pour la pousser et la valoriser. Absolument. Bravo. Alors c'est excellent, vous l'aurez compris, chers auditeurs, avec de la politique et du foot au menu ce soir. On vous revient avec l'homme politique, Premier ministre, qu'on vous présente plus, Manuel Valls, et puis le tout nouveau président de la FFF, Fédération Française de Foot, Philippe Diallo. Vous restez là, nous on revient. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Sur Sud Radio, la radio du Parlons Vrai, vous êtes au bon endroit. C'est excellent jusqu'à presque 20h. Ce soir, vous êtes avec Manuel Valls et Philippe Diallo, le président de la FFF. Alors Manuel Valls, on se souvient de votre discours en tant que Premier ministre en 2014, une standing ovation des patrons pour vous, qui terminait ce discours par « J'aime l'entreprise ». Alors Pierre Gattaz, l'ancien président que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps du MEDEF, était présent ce jour-là, nous dit quant à lui, dans son dernier livre, que malgré les difficultés, tout reste possible en France si l'on a un esprit d'entrepreneur. Alors on parle de quoi ? De persévérance, de ne pas avoir peur de la prise de risque, de l'inventivité. Est-ce que c'est ça qui manque ? Qu'est-ce qui manque à la France pour que ça fonctionne bien ? La France a tout ça. Chaque pays a son histoire. Nous ne sommes pas un pays libéral au sens anglo-saxon du mot. Nous sommes un pays où l'État a toujours un rôle très important. Et les Français d'ailleurs y font toujours référence. C'est une des rares nations construites par l'État depuis des siècles. Mais il faut aussi des entrepreneurs. Nous avons quand même de très grandes entreprises présentes dans le monde, parmi les meilleures dans le BTP, dans l'énergie, dans le luxe bien évidemment. Bon. Et puis les start-up, les petites entreprises, les autonomes, les auto-entrepreneurs. Il y a beaucoup de force. Et ce qu'il faut, c'est libérer souvent, parce qu'il y a beaucoup d'entraves, il y a beaucoup de réglementations, les agriculteurs en parlent beaucoup actuellement, pour libérer un maximum d'énergie. Donc il faut simplifier les démarches, qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui, mais regardez, les choix que nous avons faits quand j'étais Premier ministre sous la présidence de François Hollande, ça nous avait été reproché, notamment la politique de l'offre, c'est-à-dire au fond le soutien aux entreprises, la baisse de la fiscalité, la réforme du marché du travail, tout cela a aidé. Alors parfois c'est un peu injuste, mais c'est ainsi. Tout ça a aidé ceux qui nous ont suivis, notamment Emmanuel Macron, et ça fait baisser le chômage. Lui, il a poursuivi dans ce domaine-là. Bon, donc, mais il y a la force. Écoutez, nous sommes le pays où il y a le plus d'investissements étrangers aujourd'hui d'Europe. Bon, donc il faut. Mais c'est une histoire d'état d'esprit plutôt. C'est l'état d'esprit. Et puis il faut être capable d'être très fort, par exemple, dans des grands secteurs d'avenir. C'est vrai pour la transition écologique. C'est vrai aussi dans le domaine du digital. Il faut que l'Europe et la France soient dans tout ce qui est, la conquête spatiale, l'intelligence artificielle, la génomie, être capable d'être fort. Mais ces questions, elles se posent aussi dans le sport. On a aussi besoin de structures solides, ce plan financier et humain. Mais moi, je crois qu'il y a plus d'énergie. Vous savez, quand on commente, on est tous critiques. Mais il y a parfois un discours sur la France qui de mes propres compatriotes. De catastrophisme un peu pessimiste et tout. Je crois que nous sommes à peu près le seul pays au monde qui organise des Jeux Olympiques. C'est quand même un moment extraordinaire qui était attendu. Quand nous n'avons pas eu les Jeux Olympiques il y a 20 ans, c'était une défaite nationale. Et maintenant que nous allons avoir les Jeux Olympiques à Paris avec une cérémonie d'ouverture qui pose évidemment des défis sécuritaires, mais qui va être unique dans la plus belle ville du monde, tout le monde dit ça va pas marcher, je serai pas là, ça va être terrible, les places sont trop chères. Écoutez, quand même. Non, c'est un peu Astérix Obélix, quoi. Oui, mais on est un pays paradoxal. Regardez, on en parle beaucoup là. Évidemment, quand Notre-Dame a brûlé, c'était la fin d'une civilisation. Et maintenant que Notre-Dame renaît, c'est le début d'une autre civilisation. Mais on est comme ça, les Français, c'est pour ça que je. Mais c'est pareil. C'est aussi pour ça qu'on s'aime. Président de la Fédération française de foot ou coach de l'équipe de France, c'est pire qu'être président ou Premier ministre. Vous répondez quoi à ça, Philippe Diallo ? Quand ça va, regardez, quand on est en finale, on perd, c'est pas loin de la catastrophe. On a perdu au pénalty. Ouais, c'est vrai que cet esprit franco-français, en même temps, c'est aussi
aussi ce qui fait le Gaulois réfractaire. Voilà, c'est ça. Même si M. Diallo et moi, on n'est pas très Gaulois. Vous considérez comme un Gaulois réfractaire, Philippe Diallo? Oui, je dois avoir les caractéristiques, j'imagine. Alors, il y a un autre concept d'importance à l'entreprise, comme c'est l'esprit d'équipe, crucial pour atteindre des objectifs communs. Alors, c'est un esprit qui manque à nos politiques, Manuel Valls, clairement, en ce moment. On le voit bien dans les pugilats qu'on peut regarder quand on est citoyen à l'Assemblée nationale. Et pourtant, favoriser la cohésion des groupes, c'est un peu le b.a.-ba, quoi. Comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? C'est étrange parce qu'on y arrive beaucoup au plan local. Moi, quand j'étais maire et président d'une communauté urbaine, celle d'Évry, on votait, on continue d'ailleurs à voter, on votait presque tous les budgets, c'est vrai, dans les conseils départementaux, tous les budgets, toutes les grandes mesures. Parfois sur une subvention, c'est là où il y avait c'est pas forcément la même chose au Conseil de Paris. Et puis quand on passe le périphérique, pour rentrer dans Paris, quand on rentre dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, tout devient différent. Moi, j'aime le pugilat, la confrontation, la démocratie a besoin de cela. Je veux dire, heureusement, il faut que la parole se libère, décuplée aujourd'hui par les chaînes d'information et surtout par les réseaux sociaux. Mais attention au spectacle que l'on donne, c'est ça, au brouhaha permanent, à l'invective, parce que être politique, être dirigeant d'une société, d'une entreprise, d'une fédération, c'est aussi donner l'exemple. Et donc il faut être très attentif à cela, et puis être capable sur l'essentiel, je crois, comme patriote, de se retrouver. Regardez, moi j'ai eu à affronter évidemment les vagues terroristes en 2015, en 2016. Même si c'était parfois très difficile, mais j'ai quand même bénéficié du soutien de la plupart des groupes parlementaires, de toutes les grandes mesures ont été, pour améliorer la lutte contre le terrorisme, ont été votées. Il y avait une unité Donc dans des moments difficiles, elle est possible, quoi. Elle est possible, elle est indispensable, surtout pour être fort face aux défis considérables qui se présentent à notre pays. Bien sûr. Alors Philippe Diallo, à la FFA, vous encouragez le développement de ces valeurs, justement, et évidemment, l'impact quand une équipe est soudée sur la qualité du jeu et sur aussi ce qu'elle dégage en termes de visibilité, il est énorme, en fait. C'est très nécessaire, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. C'est pas toujours évident à faire, par contre. Non, c'est d'ailleurs c'est l'alchimie qu'on essaie de trouver, mais qui est essentielle parce que le football a cette caractéristique, c'est qu'il est populaire dans tous les sens du terme. Et donc, ça veut dire que il réunit énormément de Français. Je ne prendrai qu'un chiffre, mais la dernière finale de Coupe du Monde au Qatar, l'équipe de France, en finale, a fait un peu plus de 30 millions de téléspectateurs. C'est énorme. Donc, ce n'est pas que des amoureux du foot, ce n'est pas que des gens qui suivent nos matchs, mais ça veut dire que l'équipe de France, elle rassemble les Français. Et donc, quand vous rassemblez les Français, ça veut dire de la même manière que vous avez une responsabilité particulière. C'est pour ça que, avec Didier Deschamps, avec les joueurs, on a conscience, et ils ont conscience que leur attitude, elle est importante. Parce que ce sont des joueurs qui parlent à notre jeunesse. Ce sont des joueurs qui sont des exemples. Pris en exemple, oui, bien sûr. Ce sont des joueurs qui, par leur origine, symbolisent d'une certaine manière l'ascenseur républicain. Et donc, ils ont une responsabilité particulière. Et moi, je me félicite que, justement, cette équipe de France, elle se comporte bien. Ils ont une bonne attitude sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Et donc ça, c'est très important. Et la solidarité, l'unité dont ils font preuve, ce sont aussi des marques importantes. Parce qu'encore une fois, ce qu'ils expriment, je pense que ça a une résonance importante dans notre pays. Oui, je suis toujours impressionné par Manuel Valls. Le fait que les entraîneurs de l'équipe de France, notamment ceux de 98 et puis de 2018, Jacquet et Deschamps avec des personnalités différentes, mais portaient ces valeurs et imposaient aux joueurs, j'espère ne pas gêner le président Diallo en disant cela, mais imposaient un type de comportement. Et au fond, l'équipe de France a été forte quand elle représentait un collectif. Et Deschamps, avec beaucoup de courage d'ailleurs, a fait des choix parfois. C'est une équipe, c'est pas forcément choisir que les meilleurs sur le plan sportif, évidemment, c'est le b.a.-ba, mais aussi la cohésion du groupe, et c'est important, parce qu'en plus le football dépasse évidemment le simple frontière du sport. Quoi. Et il faut des règles justement pour cette cohésion. Il faut des règles, et en fait, vous savez, quand l'équipe de France se comporte bien, ça veut dire que c'est un travail qui a pris 10 ans.
Dans toutes les sélections de jeunes, ce sont les mêmes valeurs qu'on essaie de transmettre pour que, d'une certaine manière, le travail soit fait lorsqu'on arrive dans l'équipe de France A, où on est dans la lumière, et que les choses étaient déjà faites préalablement. Donc le mot-clé, c'est quoi? C'est la transmission aussi dans ces cas-là, en fait. Nous, on est pour ça que je dis une fédération, on est une fédération sportive, mais aussi on est un lieu de transmission de valeurs, d'éducation. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut tirer les fruits dans le comportement des joueurs, du travail qui a été préalablement fait, parce que, vous savez, des grands joueurs, c'est beaucoup d'ego. On parlait de la France tout à l'heure, un peu les Gaulois réfractaires, un peu querelleurs, de faire en sorte que 11 joueurs aient envie de jouer ensemble pendant un mois pour gagner un grand tournoi, c'est pas chose simple. Non, puis il y en a un qui veut plus la lumière que l'autre, on imagine, etc. etc. Voilà, ça peut arriver. Alors justement, la preuve par l'exemple, pour continuer là-dessus, cette dite unité et compétence au sein de l'équipe du nouveau COMEX avec ce 50% de femmes, ça va être très important pour ouvrir la voie aux femmes aussi, et que le football féminin soit de plus en plus vu et suivi, quoi. Vous savez, j'ai dit 10% de femmes aujourd'hui. Moi, j'ai fixé. Vous les montez un peu. Et j'ai fixé vraiment on a mis un plan de féminisation extrêmement important. D'abord parce qu'il y a une demande. Moi, cette année, on va battre le record de licenciés en France. On va faire 2,3 millions de Français licenciés. Et la plus forte progression, elle est chez les femmes. Plus 12%. Et notre difficulté... ancien maire, je parle d'ancien maire, c'est finalement, avec les collectivités locales, d'avoir les infrastructures pour accueillir. Parce qu'aujourd'hui, nos clubs sont amenés à refuser des jeunes garçons ou des jeunes filles parce que manque de terrain, manque de vestiaires. Et donc, c'est vrai. Mais la demande est là. Il y a une appétence pour le jeu, il y a une appétence pour le foot. Et pour le foot féminin qui, en fait, m'a-t-on dit, alors je répète bêtement parce que j'y connais rien, est plus technique, en fait, c'est ça, un peu moins rapide, mais beaucoup plus technique et parfois même presque plus violent que le football masculin. Violent, j'irai pas jusque-là. Mais elle se tacle, sans problème. Je crois qu'il y a au contraire des caractéristiques de respect de l'arbitre, de non-simulation qui sont plus présentes dans le football féminin et qui font qu'il y a une forme de fluidité chez les femmes qui est très, très agréable. Mais surtout, ce qui est à noter, c'est la progression. C'est-à-dire qu'en quelques années, le niveau s'est élevé. Aujourd'hui, notre équipe de France remplit des stades. Les gens les regardent à la télé. Donc, il y a une appétence. Et ce qui crée des vocations. Parce que nous, on est d'une certaine manière une fabrique de rêves. Bah oui, la preuve. Quand on est jeunes garçons ou filles, on regarde des gens à la télé ou on va dans les stades et ils nous font rêver. Et aujourd'hui, notre équipe de France féminine, elle fait rêver des jeunes filles qui ont dit moi, je veux faire comme elle. Je veux faire footballeuse. Voilà. Et puis, ça, c'est une marque. Le foot féminin, le sport féminin, pour 1000 raisons. Elles peuvent être politique, sociétale, commerciale aussi. Le foot féminin a un avenir incroyable. Moi, je l'ai vu, j'étais en Espagne pendant la Coupe du Monde féminine. Qui était en Australie, je crois, qui était gagné par l'Espagne. En plus, ça a posé tout de suite des problèmes. Ça vous a fait plaisir un peu quand même. Non, mais ça posait des problèmes, y compris de comportement du président de la fédération. Oui, on s'en souvient, bien sûr. Des problèmes évidemment d'égalité salariale. Mais là, on en est loin. Mais ça avance et ça provoque aussi beaucoup, ce que vient de dire le président Diallo très justement. Ça provoque beaucoup de vocations. Donc il faut être capable d'y répondre. C'est deux formes d'envisager le football encore différentes, bien évidemment. Ça ne draine pas le même monde, ça ne draine pas le même argent encore. Mais vous allez voir, la France a deux beaux clubs, Lyon et PSG, qui sont des clubs au niveau européen. C'est en train de changer. C'est la bonne voie. Alors merci à vous, chers auditeurs, d'écouter C'est excellent sur Sud Radio avec monsieur le ministre Manuel Valls et le président de la Fédération française de foot, Philippe Diallo. Vous restez là, surtout on revient pour la fin de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. C'est excellent et c'est bientôt la fin de votre émission qui crée le lien. Ce soir, pour encore moins de 15 minutes, pour vous en studio, l'homme politique, ancien Premier ministre Manuel Valls et l'homme de football Philippe Diallo, le président de la Fédération française de foot. Alors messieurs, on va parler un petit peu de vous. On commence par vous, Philippe Diallo. Vous avez quand même 30 ans d'expérience dans le foot. Et donc, cette expérience, elle a forcément façonné, elle vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui, à cette présidence. Est-ce que c'était un objectif que vous étiez fixé, ça? Ou pas du tout? Non. Comme parfois la vie réserve de bonnes surprises, et moi, il y a effectivement un
un concours de circonstances qui fait que je me retrouve aujourd'hui dans cette fonction. Alors évidemment, c'est un univers que je connaissais, dans lequel je suis impliqué. Puis après, il faut que les circonstances soient présentes pour que vous puissiez arriver à cette fonction de président. C'est pas malgré vous quand même. Mais je n'étais pas, quand j'ai commencé à jouer au foot, quand j'étais tout petit garçon, je ne rêvais pas d'être président de la fédération. Vous vouliez être footballeur vous aussi, comme Manuel Valls À un certain âge, oui, je rêvais d'être footballeur. Tous les petits garçons, je crois, c'est ça d'être footballeur. On va demander à Thibault, le réalisateur, si vous voulez être footballeur aussi, a priori oui. Et alors, comment vous êtes tombé dans la potion foot, du coup ? D'abord que ce que j'y ai joué quand j'étais jeune garçon, voilà, et que c'est toujours un jeu qui m'a passionné. Un sport d'enfant, ça ne devient pas forcément un métier, quoi. Non, mais j'ai eu... moi j'ai fait des études à un moment, et où j'étais, beaucoup de mes camarades... souhaitaient rentrer dans un cabinet ministériel, devenir président de la République, Premier ministre. Et moi, quand je suis parti dans le sport, à l'époque, les gens pensaient que j'étais un peu fou. D'accord. Et puis, j'ai eu là aussi une réussite parce que je suis arrivé à un moment où le sport a basculé dans un développement économique très important. C'est l'explosion des droits audiovisuels, la transformation des clubs d'associations en sociétés. Et donc, ça a été passionnant d'avoir toute cette ouverture, une ouverture à l'international, parce que le football qui était essentiellement national s'est internationalisé. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer et de contribuer à toute cette évolution. Donc, c'était passionnant. Et voilà. Et aujourd'hui, on voit bien que ça attire des personnalités très diverses, qui ne seraient pas. Même moi, je regarde le foot sur la Coupe du Monde. Et alors vous, Manuel Valls, comment vous êtes tombé dans la potion politique aussi ? C'est une velléité d'enfance ? Très jeune, parce que je n'avais pas d'avenir dans le foot, c'est ça. Et donc, je me suis tourné vers le... Non, il y a une part de hasard, c'est vrai. Ouais. De toute façon, c'est comme ça la vie, dans tous les domaines. Je me suis engagé au PS très jeune pour soutenir Michel Rocard, qui pour moi représentait une gauche moderne. J'avais 18 ans, 19 ans, j'étais pas français, mais je savais même pas que je pouvais être élu un jour. Puis après, vous êtes élu par hasard un peu, vous êtes très loin dans une liste, mais le score est meilleur au Conseil régional d'Île-de-France à 23 ans. Et on y prend goût, et puis l'ambition vient, et vous montez les étages les uns après les autres. On m'a pas élevé, ni dans ma famille, qui n'était pas française, j'ai pas fait l'ENA non plus, avec l'idée que je serais au plus haut niveau. Mais voilà, mais j'ai voulu faire les choses en allant vivre en banlieue, à Argenteuil, puis à Évry, avec ma famille. J'étais adjoint au maire, député, responsable du PS local. J'ai appris, et puis je suis devenu député, j'avais 40 ans, étape par étape, et Premier ministre à 50 ans. Donc, vous apprenez les choses. Mais moi, je pense que la politique, en grande partie, c'est un métier. C'est une preuve que l'ascenseur républicain fonctionne. En fait, tout à l'heure, on parlait de Rachida Dati, mais en fait, c'est la même chose pour vous. Oui, c'est pas. Moi, je suis encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde, des rares, en tout cas en Europe, qui permettent à un enfant né en Espagne de parents qui ne sont pas français de devenir Premier ministre, sans que ça pose évidemment aucun problème. À partir du moment où nous partageons les mêmes valeurs, que nous adhérons à un corpus de valeurs, ces belles valeurs républicaines, mais que nous partageons. Moi, j'aime bien dire que je suis descendant des Gaulois, parce que c'est ce que j'ai appris à l'école. Et c'est cette école-là qui nous a formés. Donc c'est une langue, une culture, une histoire. Plutôt Astérix ou Obélix, Manuel Valls ? Pour des raisons physiques, plus proches d'Astérix que d'Obélix, c'est assez évident. Mais bon, c'est ça. Mais voilà, il faut que ça marche, cet ascenseur républicain. Et l'un des grands sujets, c'est qu'on voit bien qu'il y a une panne de l'intégration, de l'assimilation. Moi, j'en ai bénéficié grâce à l'école publique, grâce à mes parents, bien évidemment. Donc, il faut que ça reparte, parce que c'est comme ça que ça marche, la France. Oui, bien sûr. Manuel Valls, vous avez été riche en carrière politique, vous l'avez dit. J'ai eu peur, là, parce que Non. Vous avez eu des postes tels que maire d'Évry, député, effectivement, ministre de l'Intérieur, Premier ministre, etc. C'est quoi votre expérience préférée, si elle existe ? C'est assez banal, mais je ne veux pas trop les comparer. Mais maire, bien évidemment. Maire d'Évry pendant 11 ans, c'est le terrain, c'est un rapport direct avec les habitants, c'est vivre dans sa vie, dans son quartier. Mes enfants fréquentaient l'école publique, toujours, de leur secteur. Ça n'arrête pas, mais des fêtes d'associations le week-end, des matchs, dans n'importe quelle compétition. Évry est une ville nouvelle, donc il y avait énormément d'équipements sportifs. L'âge moyen, quand je suis devenu maire de la ville, était de 26 ans. Donc c'est une
ville extrêmement jeune que je voyais à travers les écoles. Ce que vous aimiez, c'était d'être au contact, en fait. Oui, notamment les gamins, les écoles et le monde sportif, c'était là où je voyais les parents d'élèves, surtout le week-end ou au moment de l'ouverture des écoles. Et puis les grands enjeux, Évry accueille le Génopole, donc les grands enjeux grâce au Téléthon, du séquençage de l'ADN et de la génomie. Voilà, c'est une ville qui m'a permis de découvrir l'Afrique aussi, à qui j'étais lié pour des raisons familiales, mais des pays que je connaissais beaucoup moins, comme le Mali, la Mauritanie, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Donc c'était aussi une manière de m'enrichir, pour reprendre votre mot. Donc c'est évidemment ce mandat, parce que vous pouvez en plus, j'y retourne régulièrement à Évry, inaugurer ce que nous avons lancé il y a 10 ou 15 ou 20 ans. Un tramway, un centre commercial. Ils sont contents quand vous revenez, du coup. Oui, et moi aussi je suis content de voir ça. Bon, voilà. Mais servir la France pendant 5 ans, au plus haut niveau... C'est quand même pas mal. Expérience magnifique. C'est pour ça que je ne vis jamais dans le regret et dans l'amertume, parce que ça a été une chance de ma vie, même si à un moment, j'aurais peut-être, si... J'aimais beaucoup poursuivre ce que disait le président Diallo, les grands événements sportifs. J'étais délégué adjoint aux Jeux Olympiques d'hiver de 92. J'ai accompagné Fernand Sastre et Fournet-Fayard et Platini au moment de la Coupe du Monde d'Italie où on présentait la candidature de la France, parce que je voyais bien que c'était une belle dimension. Mais bon, on est fait pour ce qu'on est capable de faire, et ça a été servir mon pays. Alors justement, la question d'après, c'est qu'est-ce que c'est la plus grande qualité d'un dirigeant selon vous, Philippe Diallo ? Je pense que l'expérience que j'en ai maintenant, c'est d'essayer de savoir où on va. C'est-à-dire d'avoir, je trouve, un cap, pour reprendre votre terme. Parce qu'on est finalement bousculé par plein d'événements du quotidien. Et la question que je me pose, moi en tout cas, tous les jours, c'est justement où est-ce que je veux emmener cette fédération pendant le temps où j'ai à la diriger. Et avec le sentiment d'avoir une vraie responsabilité. Pas celle de la France, mais d'avoir dans mon champ de compétences une pierre à l'édification finalement d'un ensemble plus large qui est finalement la France. Et si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui aspire à un rôle de leadership tel que le vôtre dans le monde sportif en général, qu'est-ce que ça serait ? Je pense qu'il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Après, il peut y avoir des circonstances, comme je disais, qui fait que vous avez des responsabilités. Mais d'abord, il faut aimer ce qu'on fait, le faire par passion, ce qui a été mon cas, parce que ce sont souvent beaucoup de tracas, de difficultés, souvent beaucoup d'heures. Et donc, il faut prendre une forme de plaisir à ce qu'on fait. Et ça, la résilience ne vient que par la passion. Et après, encore une fois, vous pouvez avoir quelques responsabilités qui viennent, mais moi, ce que j'ai fait, en tout cas, je l'ai fait d'abord parce que j'aimais ce que je faisais. Par passion, donc. Alors, l'un et l'autre, on arrive à la fin de l'émission, ce qui m'amène à vous poser la dernière question. Manuel Valls, on va commencer par vous. Que dirait l'adulte que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez ? Profite de la vie. Ouais. Profite de la vie, parce que vous avez fait de chaque jour. Oui. Après, il y a les circonstances, il y a la chance, il y a le malheur ou le bonheur qui arrive sans que vous l'ayez prévu. Mais profite de la vie, là, avec des valeurs, avec le respect de l'autre. Pardon, c'est très banal. Mais dévore cette vie, parce que d'abord elle est courte, même si on vit plus longtemps aujourd'hui, mais profite de la vie et des autres. Moi, ce que j'ai aimé dans la politique, et ce que je continue d'aimer, c'est le contact avec les gens. Il faut pour faire la politique, pour être dirigeant sportif, je crois aussi, il faut quand même aimer les gens. Pas faire semblant, mais il faut aimer les gens, il faut aimer le contact, il faut aimer la relation avec le nôtre. Et ça, c'est un enrichissement. Donc, si à mes enfants, qui sont grands déjà, le seul conseil, c'est faites des choses qui vous permettent d'être en contact avec du monde et avec des gens différents. Moi, sans la politique, j'aurais pas pu connaître des gens à Évry, des parcours très particuliers qui venaient d'autres planètes du monde, et puis de l'autre côté, je vais être prétentieux, déjeuner ou dîner avec Barack Obama, pour prendre un exemple. Donc c'est ça que ça vous... Donc c'est des métiers ou des fonctions, des missions, des responsabilités qui vous apprennent au fond à dévorer la vie, mais pas pour vous-même seulement, mais dans le rapport avec les uns et avec les autres. Et vous, Philippe Diallo, qu'est-ce que vous lui diriez alors à cet enfant que vous étiez aujourd'hui ?
Je vais vous dire, je me reconnais beaucoup dans ce les que propos vient de de dire Manuel Valls. le Premier ministre, parce que c'est exactement ça, finalement, diriger une fédération ou être impliqué dans le sport, c'est exactement ça. Moi, ça m'a beaucoup enrichi. D'abord dans la connaissance du pays lui-même, parce que vous êtes amené à vous déplacer, à rencontrer des gens que vous ne rencontreriez jamais. Et puis aussi d'avoir une ouverture au plan international, parce que vous rencontrez des cultures, des gens, et ça vous remet vous-même en cause, parce que des choses que vous estimiez intangibles, vous avez des visions qui peuvent être différentes et qui vous amènent à re-questionner la façon dont vous faites les choses vous-même ici. Donc moi, ça a vraiment été un enrichissement. Ça ne nous dit pas ce que vous diriez à vous, enfant, cela dit. Non, mais je dis beaucoup de chance, oui, beaucoup de chance. Je dirais voilà. Ça va aller, quoi. Quand j'étais jeune, j'étais plein de rêves, et finalement la vie a été plutôt heureuse avec moi. Elle m'a permis de faire beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de gens, de réaliser, et aujourd'hui encore d'avoir la capacité d'agir. Et donc tout ça, moi je pense que c'est plutôt, je dirais, oui, t'as eu de la chance, quoi. Voilà. Écoutez, ça sera le mot de la fin. Manuel Valls, Philippe Diallo, merci à tous les deux. C'était excellent. Merci à tous d'être là au rendez-vous tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. Merci à Thibaut aussi qui réalise aujourd'hui, aux équipes de Sud Radio. Vous pouvez tout retrouver en podcast évidemment sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux. Un grand bonjour à tous nos nouveaux auditeurs FM à Lyon. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. Et puis moi je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse.